Le 18 juillet 2014, dans un parc safari agréé situé près de Houston, au Texas, la chaleur caractéristique de la côte du golfe du Mexique s'était installée avant même que le soleil soit complètement levé. L'air était lourd, immobile, chargé de l'odeur de l'herbe humide et de la nourriture déposée dans les zones où les animaux avaient passé la nuit. Le ciel, pâle et parfaitement dégagé, n'annonçait aucun répit pour le reste de la journée. Les premiers visiteurs franchissaient les portes du parc depuis un peu avant 9 heures. Ce matin-là, Megan Carter, âgée de 33 ans, était venue en simple visiteuse. Elle n'était ni photographe animalière, ni journaliste, ni créatrice de contenu disposant d'une plateforme connue. Elle avait seulement son téléphone et, d'après les témoins, une volonté constante de s'approcher aussi près que l'environnement physique le lui permettait. Il existe des personnes qui considèrent chaque barrière comme une recommandation plutôt que comme une limite. Les parcs animaliers en voient régulièrement. La plupart repartent avec une photographie. Quelques-unes ne repartent jamais. Le dispositif de sécurité de l'habitat des lions correspondait aux normes d'un établissement agréé de ce type. Il ne reposait pas sur un obstacle unique, mais sur plusieurs niveaux de séparation. Une rambarde arrivant à hauteur de taille se trouvait à quelques mètres du bord d'un fossé sec, lequel isolait la zone publique du terrain occupé par les lions. Devant cette rambarde, une ligne de sécurité peinte au sol indiquait clairement le point le plus proche auquel les visiteurs étaient autorisés à se tenir. Cette distance n'avait rien de décoratif. Elle tenait compte de la chute dans le fossé, de la profondeur de la tranchée et de l'espace séparant son mur opposé du sol de l'habitat. Dès le début de la présentation, Megan franchit la ligne peinte et se pencha au-dessus de la rambarde pour tendre son téléphone vers l'enclos. Un membre du personnel s'approcha et lui demanda de reculer. Elle obéit. Quelques minutes plus tard, elle revint pourtant exactement au même endroit. Un deuxième avertissement lui fut adressé, cette fois de manière plus ferme. Megan recula de nouveau. Lorsque notre visiteur lui demanda d'arrêter, elle manifesta une irritation évidente, sans toutefois provoquer de confrontation ouverte avec le personnel. Elle attendit simplement que l'attention se porte ailleurs. À partir du moment où quelqu'un traite les responsables de la sécurité comme des obstacles plutôt que comme des professionnels, la situation évolue déjà dans la mauvaise direction. Le comportement de Megan suivait un mécanisme fréquent dans ce genre d'accident. Obéir en apparence, laisser passer quelques instants, puis recommencer dès que plus personne ne regarde. Cela peut ressembler à une prise de conscience. En réalité, la personne ne renonce pas. Elle attend seulement le prochain moment favorable. Alors qu'elle se filmait face à la caméra, le dos partiellement tourné à l'enclos, Megan descendit sur le rebord inférieur en béton qui longeait la partie supérieure du fossé. Cette corniche étroite était un élément de structure, pas un passage destiné aux visiteurs. Une couche de gravier fin et instable la recouvrait, n'offrant aucune adhérence fiable lorsque le poids se déplaçait. Son pied glissa. Megan chuta d'environ 4 mètres dans la tranchée sèche. La chute, à elle seule, aurait pu être surmontée. Après l'impact, elle était consciente. Presque immédiatement, elle se mit à bouger et à appeler à l'aide. C'est précisément ce qui transforma l'accident en attaque mortelle. Si tout s'était arrêté à une cheville brisée au fond du fossé, l'incident serait probablement devenu une histoire humiliante et douloureuse, mais pas une tragédie. Dans les établissements zoologiques, les lions s'habituent à la présence humaine tant que celle-ci reste à une distance constante, de l'autre côté d'une limite connue. Cette habitude ne s'applique plus lorsqu'une personne apparaît soudainement à l'intérieur du périmètre de confinement. Un être humain couché au fond d'un fossé, agité, criant à quelques mètres de l'animal, ne correspond pas à l'image ordinaire d'un visiteur placé derrière une rambarde à environ 9 mètres. Un lion mâle adulte s'approcha. Lorsque Megan se mit à hurler et tenta d'escalader le mur de soutènement opposé, l'attitude de l'animal changea. Ce qui ressemblait d'abord à une approche d'observation devint un comportement prédateur. Le lion franchit la distance en quelques secondes. Le premier contact atteignit le haut du corps de Megan. L'animal la saisit derrière la nuque et la plaqua au sol en engageant tout son poids. Elle s'effondra sous lui. Il maintint sa prise et ne la relâcha pas. Depuis le bord supérieur du fossé, le personnel utilisa des moyens de dissuasion sonore. Le lion s'écarta brièvement
avant de revenir vers la victime. Les alarmes de rappel d'urgence avaient été déclenchées immédiatement et les procédures de confinement étaient déjà en cours. Mais le délai entre le premier contact et le moment où une extraction devenait possible ne laissait aucune chance de survie. Megan mourut de graves traumatismes au cou avant que les équipes puissent entrer dans le fossé. Ce qui marque le plus dans cette affaire, ce n'est pas seulement la chute. Celle-ci n'était que l'aboutissement d'une succession de décisions. À plusieurs reprises, Megan avait attendu que le personnel détourne les yeux avant de retourner vers la limite interdite. La chute fut simplement l'endroit où cette série de choix prit fin. L'enquête complète menée par le parc ne révéla aucune défaillance dans les installations de confinement. La ligne peinte, la rambarde, les dimensions du fossé et le fonctionnement de l'alarme attachés tous répondus conformément à leur conception. Plusieurs avertissements verbaux avaient été adressés à Megan avant sa chute. Les témoignages et les images de surveillance le confirmaient. Tous les dispositifs construits pour empêcher une telle issue étaient présents, actifs et fonctionnels. Megan les avait franchis les uns après les autres, en profitant chaque fois d'un moment d'inattention jusqu'à atteindre la dernière limite. Le 3 mars 2015, dans une réserve safari accessible en voiture, située dans la région du Limpopo, au nord de Pretoria, la lumière de l'après-midi commençait déjà à prendre une teinte dorée. Le début de l'automne, dans cette partie du haut plateau sud-africain, donne aux fins de journée une clarté particulière, longue, ambrée et rasante sur les espaces ouverts. Une meute de lycaons s'était reposée dans l'ombre irrégulière près de la piste. À présent, les animaux étaient debout. Ils se déplaçaient avec cette coordination souple et dispersée qui indique qu'une meute vient de quitter le repos pour entrer dans une phase d'activité. Nadine Botha, âgée de 44 ans, parcourait le circuit au volant de son véhicule tout-terrain personnel. La réserve autorisait les visiteurs à traverser eux-mêmes les zones des prédateurs, mais selon des règles communiquées par écrit à l'entrée, répétées sur des panneaux tout au long de l'itinéraire et annoncées par un message sonore à la limite de chaque secteur dangereux. Les instructions ne laissaient aucune place au doute. Les vitres devaient rester presque entièrement fermées. Aucun aliment ne devait être tendu à l'extérieur. Les portières ne devaient être ouvertes sous aucun prétexte. Et personne ne devait sortir du véhicule, quelles que soient les circonstances. Plus tôt sur le parcours, Nadine avait déjà reçu un avertissement verbal après avoir complètement baissé sa vitre pour photographier des impalas dans une zone sans prédateurs. À cet instant, elle avait obéi. Elle connaissait donc la règle. On la lui avait déjà rappelée. Ce qui changea dans la zone des prédateurs ne fut pas sa compréhension, mais son calcul du risque. On présente souvent ce genre d'incident comme une simple erreur. Pourtant, ouvrir une portière au milieu de prédateurs actifs ne relève pas d'une confusion. C'est parier que les règles sont exagérément prudentes et espérer que rien ne se produira. Le véhicule de Nadine s'arrêta près de la meute. Les occupants d'une voiture qui la suivait virent alors sa portière s'ouvrir. Nadine sortit partiellement. Elle posa un pied au sol, tout en gardant l'autre dans l'habitacle. Elle semblait vouloir photographier les lycaons depuis l'extérieur du véhicule. À ce moment-là, moins de 15 mètres la séparaient des animaux les plus proches. 15 mètres peuvent sembler représenter une distance raisonnable à quelqu'un qui n'a jamais observé la vitesse de prédateurs coordonnés. En réalité, à cette échelle, ce n'est presque rien. Quelques secondes après l'ouverture de la portière, 3 lycaons tournèrent leur attention vers Nadine. Pour eux, un humain sortant d'un véhicule constituait un stimulus totalement différent d'une voiture immobile près d'une meute au repos. C'était une présence nouvelle, au niveau du sol, très proche, apparue alors que les animaux étaient déjà actifs. Nadine tenta de remonter dans son véhicule. Mais la portière s'était ouverte en grand, et depuis l'extérieur, elle ne parvenait pas à la saisir correctement. Le lycaon le plus proche atteignit sa jambe gauche avant qu'elle puisse se hisser à l'intérieur. La morsure fut profonde. Nadine s'affaissa en partie contre l'encadrement de la portière. Lorsqu'ils entrent en contact avec une proie ou une menace, les lycaons ne se retirent pas simplement après une première morsure. En quelques secondes, toute la meute convergea vers elle. Plusieurs animaux mordirent simultanément.
Nadine subit de profondes lacérations aux 2 jambes, ainsi que des morsures répétées au bas du corps. L'une d'elles atteignit la partie supérieure et interne de la cuisse, sectionnant les vaisseaux fémoraux. Elle resta consciente pendant toute l'attaque. La perte de sang provoquée par cette blessure fut immédiate et massive. Des gardes armés arrivèrent environ 4 minutes plus tard. Ils firent usage de leurs armes pour obliger les animaux à reculer. À ce stade, cependant, les lésions étaient déjà irréversibles. Nadine était encore consciente lorsque les premiers soins lui furent prodigués. Elle mourut d'une hémorragie pendant son évacuation en hélicoptère. L'examen de l'incident confirma que les procédures de la réserve étaient adaptées et qu'elles avaient été clairement communiquées. Tout le système de protection reposait toutefois sur une condition élémentaire. La portière devait rester fermée. Nadine l'avait ouverte pour obtenir une photographie plus proche, dans une zone de prédateurs, alors qu'une meute de lycaons active depuis une grande partie de l'heure précédente se trouvait à moins de 15 mètres. Le 11 septembre 2016, dans un grand zoo de Columbus, dans l'Ohio, la matinée était grise, couverte et parfaitement calme. Des nuages bas s'étaient installés pendant la nuit. L'air restait frais pour la mi-septembre et en ce jour de semaine, la fréquentation était modérée. L'espace consacré aux ours polaires comptait parmi les principales attractions du zoo. Une vaste paroi transparente en matériaux acryliques permettait d'observer l'habitat depuis le niveau du bassin. Derrière elle se trouvait une profonde zone aquatique et, plus haut, un terrain sec et rocheux. Les visiteurs pouvaient voir les 2 parties de l'installation. Ashley Morgan, âgée de 29 ans, se tenait devant la paroi depuis près de 20 minutes lorsque la situation commença à se dégrader. Pendant tout ce temps, elle frappa à plusieurs reprises la surface transparente avec la paume de sa main et cria en direction de l'animal. D'après les témoins, elle cherchait à provoquer une réaction visible pour ce qui ressemblait à une diffusion directe. L'indifférence persistante de l'ours ne la découragea pas. Au contraire, elle redoubla d'efforts. Ce comportement apparaît de plus en plus souvent dans les incidents filmés avec des animaux. Lorsque l'animal ne réagit pas, la personne estime qu'elle ne l'a simplement pas encore poussé assez loin. 20 minutes sans obtenir la moindre réponse, c'est long. La plupart des visiteurs finiraient par perdre patience et passeraient à autre chose. Ashley, elle, considérait l'indifférence de l'ours comme un problème à résoudre. Or, avec un prédateur, l'absence de réaction n'est jamais une permission. Parfois, ce n'est rien d'autre qu'une attente silencieuse. Les ours polaires installés depuis longtemps dans un espace zoologique réagissent rarement au bruit ou aux coups portés du côté public d'une paroi de protection. Cette surface est une limite permanente que l'animal a cessé depuis longtemps de considérer comme un élément nouveau. Depuis sa position, Ashley ne pouvait pas obtenir la réaction recherchée parce que l'ours n'avait aucune raison de répondre. L'habitat comportait également un couloir de service longeant la zone publique. Les soigneurs l'utilisaient pendant les déplacements organisés pour le nourrissage. Le passage entre ce couloir et l'intérieur de l'habitat était contrôlé par un lourd panneau coulissant intégré au mur de l'enclos. Ce matin-là, après le déplacement d'un objet d'enrichissement pendant une opération de nourrissage, le panneau n'avait pas été complètement remis en place. L'ouverture restante était étroite. Depuis le couloir, elle n'était pas facile à remarquer, sauf en se tenant très près et en la cherchant attentivement. Une barrière en corde interdisait au public l'entrée du couloir de service. Les caméras de surveillance enregistrèrent Ashley en train de passer sous cette corde, tandis que l'attention des visiteurs était concentrée sur une présentation animée par un soigneur à l'autre extrémité de l'installation. Le mauvais verrouillage du panneau constituait une défaillance, mais Ashley ne le découvrit pas par hasard. Elle avait d'abord franchi une barrière pour pénétrer dans un espace interdit, où il devenait possible de le trouver. Elle avait fait ce choix avant même de savoir que l'ouverture existait. Une fois dans le couloir, la distance protectrice offerte par la paroi transparente avait disparu. Lorsqu'un ours polaire détecte une présence inhabituelle à l'intérieur des limites reconnues de son habitat, il ne cherche pas nécessairement à impressionner l'intrus. Il ne donne pas toujours d'avertissement et ne s'arrête pas pour évaluer longuement la situation. Il avance. L'animal passa par l'ouverture et atteignit Ashley avant qu'elle ait le temps de réagir. Un ours polaire adulte peut peser plus de 680 kg.
Il est capable de réduire une courte distance sans produire les signes préalables que montrent de nombreux autres grands prédateurs. Le premier contact fut un coup porté de toute sa force au haut du corps d'Ashley. L'impact la projeta contre le mur du couloir. L'ours la saisit ensuite et la fit tomber. Dans cet espace étroit, elle n'avait aucun endroit où fuir. Elle ne pouvait créer aucune distance entre elle et l'animal. À l'autre bout de l'installation, le personnel déclencha les procédures d'alarme quelques secondes après l'entrée d'Ashley dans le couloir. Mais la sédation d'un ours polaire adulte n'est pas instantanée. Le temps séparant le premier contact du moment où une intervention devenait possible était trop long. Ashley mourut avant l'arrivée des secours médicaux. L'enquête confirma que le panneau mal remis en place résultait d'une erreur de procédure pendant l'opération d'enrichissement du matin. Les règles imposant aux soigneurs de vérifier le verrouillage des panneaux furent réexaminées et renforcées. Ashley avait passé près de 20 minutes à chercher une réaction à travers la paroi transparente. Puis cette paroi avait cessé de former la limite entre elle et l'anisme, parce qu'elle était entrée dans un endroit où l'ours pouvait réellement l'atteindre. La réaction qu'elle réclamait finit par arriver. Ce n'était pas celle qu'elle avait imaginée, et lorsqu'elle se produisit, Ashley n'eut même pas le temps de la comprendre. Le 27 décembre 2017, dans un centre consacré aux reptiles marins à Osaka, au Japon, Catherine Brooks, âgée de 51 ans, assistait à une présentation de nourrissage devant l'enclos d'un crocodile marin. L'interdiction d'utiliser le flash avait été communiquée avant l'entrée et rappelée à l'intérieur. Elle visait à protéger plusieurs espèces nocturnes hébergées dans le bâtiment. La consigne figurait sur des panneaux à l'entrée, était répétée dans une annonce sonore et avait également été formulée directement par le personnel présent dans la salle. Plusieurs employés durent demander à Catherine de désactiver le flash de son téléphone près de l'enclos. Chaque fois, elle obéissait brièvement. Puis, après un court intervalle, elle recommençait. Ce n'était pas un oubli. Elle avait décidé que la règle ne s'appliquait pas réellement à elle. Au lieu de respecter la consigne, elle se contentait de gérer les moments où le personnel pouvait la voir. Du côté du public, l'enclos était protégé par une paroi vitrée. Une seconde rambarde de maintenance se trouvait en retrait du bord de l'eau. Elle séparait l'espace des visiteurs de la zone interdite située juste à côté du bassin. Pendant la présentation, le téléphone de Catherine passa au-dessus de cette rambarde et tomba du côté interdit, entre la barrière et le bord de l'eau. Elle enjamba la rambarde pour aller le récupérer. Un téléphone paraît précieux jusqu'au moment où une créature beaucoup plus ancienne, plus rapide et plus puissante que vous, comprend que vous venez d'entrer à portée de frappe. Pendant une séance de nourrissage programmée, un crocodile marin ne se trouve pas dans le même état comportemental qu'au repos. Il surveille continuellement les mouvements qui se produisent à la limite de son territoire. Depuis mi-mobilité totale, il peut déclencher une accélération explosive, sans avertissement extérieur évident pour un observateur. Les témoins confirmèrent que le crocodile suivait depuis un certain temps les mouvements le long du bord de son enclos avant que Catherine ne pénètre dans la zone interdite. L'animal n'était ni agité, ni simplement curieux. Il faisait exactement ce pourquoi son corps et ses instincts étaient adaptés. Attendre qu'une chose vivante s'approche suffisamment. Catherine s'approcha suffisamment. Elle s'accroupit près de l'eau et tendit le bras vers son téléphone. Le crocodile jaillit du bassin et referma ses mâchoires sur son bras. La pression de cette morsure pouvait dépasser 25 mégapascales, une force suffisante pour broyer directement les os. Aussitôt après avoir verrouillé sa prise, l'animal entama une rotation rapide destinée à désorienter, déséquilibrer et immerger sa victime. Catherine fut arrachée du sol et entraînée dans l'eau avant que les personnes autour d'elle puissent intervenir. Tant que le crocodile la maintenait entre ses mâchoires, le personnel ne pouvait pas pénétrer dans le bassin sans s'exposer au même danger. Catherine resta sous l'eau pendant une période prolongée. Elle mourut à la fois de la noyade et de ses blessures traumatiques avant que les plongeurs de secours puissent l'atteindre, après que l'animal eut finalement relâché sa prise. L'examen mené par l'établissement conclut que l'interdiction du flash avait été correctement appliquée. La barrière secondaire était adaptée à sa fonction et le personnel avait agi conformément aux procédures.
Ni cette barrière, ni ces procédures n'avaient cependant été conçues pour arrêter un visiteur décidant d'entrer physiquement dans la zone interdite. La rambarde de maintenance, clairement signalée, ne mesurait qu'environ 1 mètre. Catherine l'avait enjambée pour ramasser un téléphone, alors qu'un crocodile marin en état de nourrissage surveillait la limite de son bassin. Pendant tout ce temps, l'animal avait observé cette ligne. Catherine, elle, avait cessé de la regarder. Le 24 mai 2014, dans un parc de conservation des éléphants situé près de Chiang Mai, en Thaïlande, la chaleur de la fin de matinée s'était complètement installée sur le domaine. Le ciel était clair et lumineux. Sur les terrains ouverts du nord de la Thaïlande, en saison sèche, la lumière produisait un éclat intense. La deuxième séance destinée aux visiteurs était sur le point de commencer. Entre 2 nourrissages organisés, des soigneurs conduisaient les éléphants à travers une voie de service longeant les principales installations publiques. Ce couloir de transfert contrôlé n'était accessible aux visiteurs dans aucune circonstance. Des barrières le signalaient clairement et seuls les soigneurs l'utilisaient pendant les déplacements des animaux. Patricia Bennett, âgée de 63 ans, avait participé à la séance de nourrissage du matin. Pendant cette activité, elle s'était plainte de la distance imposée aux visiteurs. Selon elle, les gens étaient placés trop loin des éléphants. Lorsque la séance prit fin et que le transfert entre les groupes commença, Patricia franchit les barrières délimitant la voie de service. Des témoins la virent avancer vers un éléphanteau, son téléphone tendu devant elle pour prendre une photographie à très courte distance. 2 soigneurs se trouvaient déjà dans le couloir et dirigeaient le déplacement des animaux. Patricia s'était plainte que les visiteurs étaient trop éloignés. Une fois la séance terminée, elle avait vu les éléphants entrer dans la voie de service et les avait suivis. Sa plainte et sa décision procédaient de la même idée. Pour elle, être plus près rendrait l'expérience plus authentique. Cette croyance revient souvent dans les rencontres touristiques avec des animaux. Pourtant, la proximité ne crée pas nécessairement une expérience plus réelle. Très souvent, elle crée surtout l'urgence. La mère de l'éléphanteau commença à produire des signes d'avertissement avant même que Patricia atteigne le petit. Elle leva la trompe, déploya les oreilles, modifia la position de sa tête et entama ce balancement latéral qui peut précéder une réaction déterminée chez une femelle se sentant menacée. Les 2 soigneurs appelèrent immédiatement Patricia et lui ordonnèrent clairement de s'arrêter. Elle continua d'avancer. 2 professionnels lui criaient de reculer. L'éléphante manifestait tous les avertissements dont elle disposait. Rien ne semblait atteindre Patricia, qui regardait l'éléphanteau à travers l'écran de son téléphone. Un téléphone peut rétrécir l'attention bien plus qu'on ne l'imagine. Lorsqu'une personne concentre toute son énergie sur le cadrage d'une image, le reste de son environnement peut disparaître à ses yeux. Une éléphante adulte peut dépasser 3200 kg. Depuis une position immobile, elle est capable de partir dans une charge assez rapide pour rendre toute fuite à pied impossible lorsqu'elle se trouve déjà à courte distance. La charge arriva sans nouvel avertissement. L'éléphante frappa Patricia de la tête et des membres antérieurs en engageant tout son élan. Le choc la projeta en arrière et la souleva du sol. Patricia heurta un poteau de clôture en bois derrière elle avec toute la force de la collision. L'éléphante continua d'avancer et la maintint écrasée contre le poteau sous son poids. Patricia subit des traumatismes thoraciques catastrophiques, plusieurs fractures des côtes, de graves lésions pulmonaires et une hémorragie interne massive. Lorsque les soigneurs réussirent enfin à éloigner l'animal, elle ne réagissait déjà plus. Elle mourut avant l'arrivée des équipes médicales d'urgence. L'examen du comportement des soigneurs ne révéla aucune faute dans l'application des procédures. Tous 2 dirigeaient activement le transfert et avaient donné à Patricia des instructions verbales explicites avant la charge. La voie de service était fermée, parce que ce qui s'y produit pendant un transfert n'a rien à voir avec une séance de nourrissage organisée sur une plateforme publique. Les barrières n'indiquaient clairement. Une fois Patricia à l'intérieur, les soigneurs le lui répétèrent. Puis l'éléphante l'exprima à son tour, dans le seul langage qui lui restait. Le 2 octobre 2017, dans un parc animalier de l'Alberta au Canada,
La température avait fortement chuté sous un ciel d'automne dégagé. Une soirée de collecte de fonds touchait à sa fin après avoir attiré une foule importante. Des boissons alcoolisées avaient été servies dans plusieurs zones réservées du parc. À l'approche de la fermeture, les équipes chargées du rangement commencèrent à déplacer certaines sections des clôtures temporaires utilisées pendant l'événement. Ces barrières avaient servi à guider les visiteurs et à les éloigner des secteurs qui ne faisaient pas partie de la soirée. C'est pendant cette période de démontage que Lauren Mitchell, âgée de 32 ans, et un petit groupe s'engagèrent dans un passage interdit situé près de l'habitat d'un grizzly. Le chemin longeait l'extérieur du fossé entourant l'enclos. Cette tranchée sèche était bordée, du côté de l'habitat, par une végétation dense qui s'étendait jusqu'à la limite du terrain occupé par l'animal. Lauren s'approcha d'une rambarde de maintenance placée au bord du fossé. Elle l'escalada et tomba dans la tranchée, plusieurs mètres plus bas, se blessant la cheville en atterrissant. En atterrissant, elle se blessa la cheville en atterrissant. Elle venait de franchir une rambarde dans l'obscurité au sein d'un parc animalier, juste à côté de l'enclos d'un grizzly, à la fin d'une soirée où de l'alcool avait été servi. Il est difficile d'imaginer une issue favorable à une telle succession de circonstances. L'alcool ne favorise pas les bonnes décisions dans un lieu de ce genre. Il diminue surtout les dernières résistances qui pourraient encore empêcher les mauvaises. À cette période tardive de l'année, durant les semaines qui précèdent immédiatement l'entrée en tanière, les grizzlies traversent un état physiologique qui modifie leur comportement de façon connue. Leurs besoins métaboliques augmentent, leurs sens sont particulièrement vigilants et leur tolérance envers une intrusion proche sur leur territoire est plus faible qu'à d'autres moments du cycle annuel. Après l'entrée de Lauren dans le fossé, le grizzly l'observa d'abord à distance. Durant cette première phase, il resta immobile. Lauren se mit ensuite à appeler et tenta d'escalader le mur opposé. Le comportement de l'animal changea alors. C'est peut-être le détail le plus troublant de cette affaire. Le grizzly ne fut pas surpris par les cris. Il avait vu Lauren avant qu'elle commence à faire du bruit. Il était resté immobile, comme s'il attendait de voir ce qu'elle ferait ensuite. Il traversa le fossé en quelques secondes. Le premier choc, porté de toute sa force, projeta Lauren au sol. Le grizzly la saisit ensuite par le haut du dos et par le cou. Il utilisa le type de prise qui permet à ces animaux de maîtriser de grandes proies en exerçant une pression suffisante pour fracturer les os. Lauren subit de graves traumatismes au crâne et au haut du corps. Les procédures de confinement d'urgence furent déclenchées immédiatement. Mais l'animal avait franchi la distance avant que le rappel de sécurité puisse être mené à son terme. Le personnel atteignit le bord du fossé et utilisa des moyens de dissuasion. Lorsque les employés réussirent enfin à repousser le grizzly, les blessures de Lauren ne permettaient déjà plus d'espérer la sauver. Elle mourut sur place. L'enquête considéra l'ouverture laissée dans les clôtures temporaires pendant le démontage comme un facteur ayant contribué à l'incident. Le parc engagea donc un examen formel de l'ordre dans lequel les installations de l'événement devaient être démontées. En revanche, aucune faute ne fut retenue contre le personnel chargé de la gestion de l'enclos. L'ouverture dans les barrières constituait une défaillance de procédure. Le parc la reconnut et la corrigea. Mais le fossé était clairement visible. La rambarde l'était également. Lauren avait choisi de la franchir dans l'obscurité à la fin d'une soirée où de l'alcool avait été servi. L'ouverture lui avait permis d'approcher ce secteur. Elle ne l'avait pas obligé à descendre dans le fossé. Cette décision lui appartenait. Le 14 août 2018, dans un établissement agréé hébergeant des animaux exotiques près d'Orlando, en Floride, le soleil de fin d'après-midi continuait à chauffer les allées en béton, tandis que le personnel entamait les opérations de fermeture. Le nombre de visiteurs avait diminué. L'attention des employés se concentrait désormais sur la rotation nocturne, une procédure contrôlée au cours de laquelle les animaux étaient temporairement déplacés vers des loges hors de vue du public, afin que les équipes de nettoyage puissent intervenir dans les enclos. Madison Reed, âgée de 24 ans, produisait des contenus pour les réseaux sociaux fondés sur la confrontation. Elle se filmait en train de tester les limites imposées par des agents de sécurité ou des employés, puis publiait ces échanges comme divertissement.
Les enquêteurs confirmèrent qu'elle avait pénétré dans un couloir de service réservé au personnel, derrière l'espace consacré aux tigres, tout en continuant à filmer. L'interdiction d'accès n'avait rien d'ambigu. Des panneaux, présentés sous plusieurs formes, étaient installés tout au long du couloir. Le type de contenu produit par Madison exigeait même que l'avertissement apparaisse au moment où elle le franchissait. La présence du panneau faisait partie de la scène qu'elle voulait enregistrer. C'est ce qui rend cette affaire particulièrement difficile à accepter. La transgression n'était pas dissimulée. Elle constituait le sujet même de la vidéo. Les loges dans lesquelles les tigres avaient été enfermés comportaient plusieurs niveaux de confinement. Un grillage extérieur formait la paroi des espaces de maintien. À l'intérieur, des portes coulissantes en acier séparaient les compartiments individuels. Une deuxième barre de protection courait parallèlement au grillage, à environ 46 cm de celui-ci. Cet obstacle bas et fixe empêchait les employés chargés de l'entretien de toucher accidentellement le grillage lorsqu'ils circulaient dans le couloir. Madison enjamba cette barre. Elle se pressa ensuite contre le grillage extérieur pour cadrer sa séquence. Tout en filmant, elle cria en direction d'un tigre du Bengale enfermé dans l'une des loges et frappa le grillage avec la paume de sa main. Elle poursuivit ce comportement pendant plusieurs minutes. Plus une personne adopte une conduite dangereuse sans en subir immédiatement les conséquences, plus elle risque de se croire intouchable. Madison changea ensuite de position contre le grillage afin d'obtenir un autre angle de prise de vue. En déplaçant son poids, elle exerça une pression latérale sur un loquet de maintenance fixé au cadre. Après le nettoyage effectué plus tôt dans la journée, ce loquet n'avait pas été complètement engagé. Cette défaillance mécanique n'avait pas été détectée avant le début des opérations de fermeture. Sous la pression exercée par Madison, le loquet se déplaça. L'ouverture ainsi créée était étroite. Pourtant, le tigre y passa immédiatement une patte avant et atteignit le bras gauche ainsi que l'épaule de la jeune femme. Madison fut violemment attirée contre le grillage. La force de préhension du membre antérieur d'un tigre est immense. Les griffes s'étaient déjà enfoncées profondément dans les tissus mous de son bras. Dans l'étroitesse du couloir, elle ne disposait d'aucun espace pour s'éloigner et d'aucun appui lui permettant de se dégager. L'animal continua à tirer. Ses griffes déchirèrent les muscles et comprimèrent les principaux vaisseaux sanguins de la région du bras. Le personnel atteignit le couloir en quelques minutes. Les employés utilisèrent le matériel de dissuasion d'urgence pour forcer le tigre à reculer et à abandonner sa prise. Les blessures au bras et à l'épaule de Madison étaient extrêmement graves. Elle avait perdu une grande quantité de tissu mou et les vaisseaux sanguins majeurs avaient été lourdement endommagés. Elle fut transportée alors qu'elle souffrait toujours d'une hémorragie active. Elle mourut pendant l'opération chirurgicale environ 2 heures plus tard. Madison avait découvert le loquet mal fermé parce qu'elle avait franchi une barrière de sécurité et passé plusieurs minutes le corps appuyé contre le grillage d'une loge à tigres. C'était la seule raison pour laquelle cette défaillance avait pu l'atteindre. Un défaut de maintenance dans un couloir où aucun visiteur n'est autorisé à entrer ne représente normalement aucun danger pour le public. En pénétrant dans ce passage et en se collant au grillage, Madison avait transformé ce défaut en menace mortelle. L'enquête confirma que le loquet mal engagé résultait d'une erreur commise pendant l'opération de nettoyage. Les procédures d'inspection après nettoyage furent donc réexaminées et renforcées. Cette conclusion était réelle et l'établissement prit des mesures pour y répondre. Mais le loquet n'expliquait pas pourquoi Madison se trouvait dans le couloir. Il n'expliquait pas davantage la barre de protection qu'elle avait enjambée et qui se trouvait derrière elle. Sa propre caméra avait tout enregistré. Elle avait continué à tourner pendant toute la scène.